Hop, alors attends. Bonjour à tous. Bonjour Manon, j'ai trouvé la manip. C'est bon, t'as trouvé? Oui. Ok, Oui. super. Génial. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. On va vous demander pour que la visio, ce premier webinaire se passe bien, est-ce que tout le monde coupe son son? La caméra, vous pouvez la laisser si vous voulez qu'on voit vos belles têtes, vos beaux visages plutôt, c'est mieux comme ça. Euh, on va attendre quelques minutes et puis ensuite on lancera ce premier webinaire. Je pense qu'on va considérer que tout le monde est présent sur sur ce premier webinaire. Donc, bienvenue à toutes les participantes et à tous les participants. On est ravis de vous accueillir avec Hugo donc pour ce premier webinaire qui va être dédié, qui est proposé déjà par les clubs sportifs engagés et qui est dédié à aider les clubs sportifs engagés à trouver des financements et identifier des nouvelles sources de financement pour pouvoir vous accompagner dans vos structurations. Donc, je vais être accompagnée pour tout ça par Hugo Petitjean, qui est chargé de mission sport à l'agence Erasmus+. Pourquoi on a fait le choix de commencer ces visios qui vont se dérouler toute l'année? Après, je vais vous donner le calendrier des visios de l'année par l'agence Erasmus+, parce que c'est un des fonds qui est le moins mobilisé par les clubs de sport, que ce soit sur la partie jeunesse, sur la partie sport ou la partie mobilité, et qu'aujourd'hui, vous avez 2 salariés, Hugo et Mathurin, qui vous accompagnent pour rédiger vos projets, construire ces réponses aux appels à projets. Et donc, c'est une belle opportunité pour et l'agence Erasmus+, et vous, les clubs de sport, de bénéficier de l'expertise d'Hugo et de Mathurin. Je vais vous partager le calendrier du coup des webinaires qui vont suivre cette année. Donc, on a construit, nous, avec les clubs sportifs engagés, des propositions de webinaires. Donc, ce premier tombe sur l'agence Erasmus+. Le deuxième, il aura lieu donc le jeudi 21 mai, toujours de midi à 13h. Ça portera sur les aides à l'emploi et la formation dans le sport. Alors, c'est pas mal parce que c'est au moment des campagnes ANS et seront présents sur ce webinaire le responsable régional de l'AFDA, c'est un responsable régional de la DRAGES. En juin, on sera sur la structuration de votre projet associatif de votre club, sur un dispositif que vous connaissez sûrement pas ou peu, ou vous mobilisez peu, c'est les dispositifs locaux d'accompagnement auxquels les associations peuvent prétendre gratuitement, et notamment pour identifier de nouvelles sources de financement, travailler vos mesures d'impact et être ainsi mieux placé pour pouvoir répondre à des dossiers de subvention, de fondation. On va faire une trêve estivale. On se retrouvera en septembre pour parler des financements des collectivités territoriales. Puis en octobre, sur justement anticiper tous les financements 2027 et faire un rétro-planning de tous les financements que vous pouvez solliciter et ainsi un peu moins vous perdre dans le nuage, le méandre de toutes les subventions publiques.
En novembre, on sera spécifiquement sur les dispositifs liés à la politique de la ville, le contrat de ville, et au FIPD, c'est le Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Et enfin, en décembre, on fera un focus sur le Fonds de développement de la vie associative et des projets innovants. Pour toutes ces actions, je serai accompagnée à chaque fois d'experts ou d'expertes qui viendront présenter leur technicité et sur les thématiques qui seront abordées. Ce webinaire, il est enregistré, donc vous le retrouverez diffusé sur le site des clubs sportifs engagés et on vous enverra par mail la présentation que va vous proposer Hugo ainsi que les contacts clés. Pendant tout le temps du webinaire, vous pouvez poser les questions dans le chat. À la fin de la présentation d'Hugo, on fera un temps de questions-réponses et on espère qu'elles seront nombreuses. Et puis, à la fin de ce webinaire, je vous parlerai d'un autre dispositif qui a été renouvelé pour cette année, à partir d'avril, là, pour jusqu'en juin 2027. C'est les temps de face à face. Mais je vous parle de tout ça à la fin de cette vidéo et je passe la main à mon collègue Hugo Petitjean. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais partager mon écran. Tester ça d'abord. Mettre ça, partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui de la tête et en plein écran aussi. Parfait. C'est bon. En effet, je suis là pour vous parler des opportunités de financement par le programme Erasmus+. Cette première slide, elle vous montre un peu l'architecture du programme Erasmus+, avec ses différents champs: enseignement scolaire, enseignement supérieur, enseignement formation professionnelle, éducation et insertion des adultes, jeunesse et sport. Et donc, on va parler aujourd'hui principalement des appels à projets qui relèvent du champ du sport, mais pas que. On fera une petite ouverture à la fin, notamment sur qu'est-ce qui est possible pour les clubs de sport de faire sur d'autres appels à projets que les appels à projets sport. Une petite question de cadrage général. Il y a 3 agences différentes qui sont engagées dans la gestion des appels à projets sport, donc ça peut être un peu difficilement lisible. Sur les appels à projets, tout ce qui est éducation formation, c'est l'agence Erasmus+ éducation formation qui est basée à Bordeaux. Sur les appels à projets jeunesse et certains appels à projets sport, c'est l'agence Erasmus+ jeunesse et sport pour laquelle je travaille. Et pour d'autres appels à projets sport, j'aurai l'occasion de vous préciser un peu ce que ça veut dire. Gérer après, ils sont gérés par une agence qui est encore centralisée à Bruxelles, qui est le ACEA. Autre point avant d'attaquer un peu dans la technicité de ce que peuvent être des projets Erasmus+, c'est les priorités du programme. Le programme Erasmus+ a 4 grandes priorités qui s'appliquent à tous les champs, que ce soit éducation, jeunesse, sport. Et les projets en fait, financés par le biais du programme Erasmus+, doivent s'impliquer dans cette dimension. Donc, une de ces dimensions, c'est inclusion, diversité, participation à la vie démocratique, valeurs communes et engagement civique, protection de l'environnement et lutte contre le changement climatique, et transformation numérique et éducation numérique. C'est des priorités donc générales applicables à tout le programme. Et je rentre maintenant un petit peu dans la technicité sur les actions clés. Donc, qu'est-ce que c'est les actions clés? En fait, il faut le voir comme les types de projets qui peuvent être financés par le biais d'Erasmus+. Et il y a 2 grands types de projets qui sont les projets de mobilité ou les projets de partenariat. Les projets de mobilité, ils visent à répondre à un besoin d'acquisition de compétences grâce à une mobilité, qu'elle soit individuelle ou collective. C'est l'idée d'aller à l'étranger pour renforcer ses compétences. Ça se passe comment? Par des visites d'études, des mises en réseau, des formations, séminaires, ateliers, job shadowing. Et donc ça, c'est l'action clé 1. L'action clé 2, c'est les actions de partenariat. Elles financent plutôt des actions de peut-être des fois d'un peu plus long terme, ou en tout cas de travail commun où plusieurs organisations. Là, on a une entrée vraiment organisation. Autant sur les mobilités, on peut avoir une entrée plutôt personne physique. Sur les actions de partenariat, c'est une entrée personne morale, ou c'est des organisations qui vont travailler ensemble pour coopérer, créer, apporter de la nouveauté. Ça peut créer une réponse à un problème. Je rentrerai plus dans le détail avec éventuellement quelques exemples de ce que ça peut donner par la suite. Quelques priorités sur le volet sport, parce que c'est le sujet qui nous concerne, qui a un objectif de développer la dimension européenne du sport en générant, partageant, diffusant les expériences et les savoirs sur diverses problématiques.
Donc la dimension européenne du sport très présente et amenée à l'être de plus en plus parce que c'est des sujets sur le sport auxquels la Commission européenne tient beaucoup. Avoir quelques priorités, donc encourager la pratique, la promotion du sport, de l'activité physique comme bienfait pour la santé, l'intégrité et les valeurs du sport, l'éducation à travers le sport et l'égalité et les valeurs européennes dans le sport. Et donc, les organisations éligibles, ce sont les organisations publiques ou privées actives dans le domaine du sport. Ça veut dire que on va ensuite préciser un peu selon les différents appels à projets. Mais c'est une université, par exemple, peut être éligible, une association peut être éligible, une fédération peut être éligible, une collectivité locale peut être éligible. Ce n'est pas des appels à projets qui sont réservés exclusivement aux associations, par exemple. Donc, je vous propose de concentrer dans un premier temps sur l'appel à projet mobilité des personnels sportifs. Donc, je rappelle 2 types d'activités, mobilité et partenariat. Et donc là, dans le domaine du sport, on va se concentrer sur quel est le programme, parce qu'il y a un seul programme de mobilité pour l'instant, dans le domaine du sport. Cet appel à projet, il a pour objectif d'améliorer les compétences des personnels sportifs et de créer des réseaux. Un point important, c'est indiqué, c'est lié au sport de masse. Donc le sport de masse, qu'est-ce que c'est? Il faut le voir vraiment en opposition au sport de haut niveau ou de haute performance. Donc, vu la thématique aujourd'hui et les clubs sportifs engagés, on n'est pas spécialement de toute façon sur ces intérêts-là de viser à la haute performance ou au haut niveau. Donc, il faut savoir que déjà, ça correspond plutôt bien à cet appel à projet. Et l'idée, c'est de pouvoir envoyer du personnel sportif à l'étranger pour qu'il se renforce en compétences. Qu'est-ce qu'on entend par personnel? Ça peut être les entraîneurs, ça peut être les dirigeants, ça peut être les salariés administratifs, ça peut être des bénévoles d'une certaine commission du club. C'est très général. Il n'y a pas de statut bénévole ou salarié qui soit imposé. Il n'y a pas de niveau dans la hiérarchie. L'idée, c'est que ça doit être quelqu'un qui contribue à la structure, qui est un personnel de cette structure et qui est donc impliqué au niveau local de cette structure dedans. Comme je disais, les exclusions, les athlètes de haut niveau, professionnels, etc. Et peut-être le dernier point pour les publics qu'on cible par cet appel à projet, c'est donc personnel aussi opposé aux bénéficiaires. Ça ne peut pas juste être un adhérent du club, ça doit être quelqu'un qui a un rôle. Et le but de cette mobilité, c'est donc de répondre à des besoins, que ce personnel puisse se renforcer en compétences, avoir une montée en compétences qui, elle, répond aux besoins de votre structure. Où est-ce qu'on peut partir par le biais de cet appel à projet? On peut partir dans les États membres de l'Union européenne ou les pays tiers associés au programme Erasmus+. Donc les pays tiers, vous en avez la liste là sur la slide, et les pays de l'Union européenne aussi. L'idée, c'est donc un voyage, une mobilité sortante depuis la France vers un de ces pays. Et si vous souhaitez accueillir, eh ben, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est une structure, votre structure partenaire éventuellement dans un autre pays, qui doit déposer une candidature dans son pays pour venir en France, si c'est la dynamique que vous voulez mettre en place. Pour quel type de période et de mobilité? Ça peut être des mobilités en fait assez courtes. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut aller de 2 à 45 jours, mais pour des structures, ça peut commencer dès 2 jours et ça peut être des petits projets faciles à prendre en main. Et qui donc, pour Erasmus+, et les appels à projets européens de manière générale qui peuvent sembler compliqués, c'est des projets qui peuvent être un peu plus simples, ces projets de mobilité, qui peuvent être un peu plus simples aussi à mettre en œuvre. Et donc, ça peut aller de 2 à 45 jours avec, comme je dis, maximum 10 mobilités par projet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, maximum 10 mobilités? Ça veut dire qu'on peut envoyer un groupe de 10 personnes ou qu'on peut envoyer par exemple 2 groupes de 5 personnes à 2 endroits différents, ou le même groupe de 5 personnes à 2 endroits différents. L'idée, c'est 10 trajets qui vont être financés. Donc, pour résumer peut-être sur cet appel à projet de mobilité, c'est un appel à projet qui a comme priorité le renforcement des compétences des personnels sportifs par la mobilité. Donc, je rappelle, on va à l'étranger pour renforcer les compétences des personnels sportifs et que ces renforcements y répondent à un des besoins de la structure. Je peux peut-être donner quelques exemples de projets
variés on a une grande variété de projets qui ont pu être financés par cet appel à projet. Par exemple, en 2025, la Ligue de Nouvelle-Calédonie de tennis a fait un projet visant à envoyer des éducateurs en Espagne pour qu'ils renforcent leurs compétences dans l'encadrement du padel comme discipline, parce que ils avaient pu bénéficier de financement pour installer des terrains de padel en Nouvelle-Calédonie, mais ils n'avaient pas spécialement les éducateurs pour les animer. Donc c'était un besoin de la structure. Ils envoient leur personnel sportif à l'étranger pour une montée en compétences qui bénéficie à la structure. Ça, j'essaie de trouver, je vais essayer de prendre un autre exemple peut-être plus local, parlant pas d'une ligue, mais en parlant d'une association. On a un projet déposé d'une association de tennis de table qui a pour ambition d'ouvrir à terme une section de sport adapté d'ici 1 ou 2 saisons pour monter, pour être plus pour contribuer à ce projet d'ouverture. Ils veulent aller voir un club en Italie parce qu'ils ont pu identifier qu'en Italie, ils ont identifié une structure qui avait une section sport adapté et ils veulent aller voir comment ça se passe pour monter en compétence sur ce sujet, observer et pouvoir mettre en place la structure chez eux. Ils ont un besoin, ils vont à l'étranger, ça fait monter en compétence les personnels, ils reviennent. Cette montée en compétence sert à la structure. Est-ce que sur ce premier appel à projet, il y a des questions? Je l'ai présenté de manière très générale, je ne suis pas rentré dans le détail des enveloppes, des montants de financement, parce que c'est peut-être pas le but aujourd'hui. Si c'est des appels à projet qui vous intéressent, je vous inviterai à... Ensuite, je vais passer aux autres, mais je préfère faire un temps de questions-réponses là sur celui-là. Il y aura des temps de présentation organisés par l'agence Erasmus+ Jeunesse et Sport. Donc, je vois une question de Madame Delanne. Oui, bonjour, merci. Bonjour. De m'apprendre. Moi, je voulais savoir si ça pouvait être une démarche inversée. C'est-à-dire, est-ce que au lieu d'aller chercher une compétence, on peut amener une compétence? C'est-à-dire qu'on a une compétence, un savoir-faire, et en fait, on va dans un autre pays européen pour exporter ce savoir-faire avec une structure qui démarre l'activité que nous, on a mise en place. C'est pas vraiment l'objectif de cet appel à projet. OK. Après, c'est pas complètement exclu. C'est-à-dire que si vous avez si vous avez aussi un intérêt à aller le chercher, vous pouvez aussi renforcer vos compétences auprès de cette structure. Évidemment, on va pas vous dire que votre projet il est pas bon parce qu'il va y avoir de l'échange de compétences entre les deux. Mais c'est pas l'objectif prioritaire de cet appel à projet. D'accord. Madame Marchand. Oui, bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors, ma question, c'était les critères d'éligibilité. À partir du moment où on dépose le projet, je veux dire, on est facilement éligible. Vous voulez dire le taux de succès, peut-être? Oui, c'est le ça, taux de succès de Ouais. ces appels, si on dépose le projet, quel est le taux de succès et est-ce que c'est Donc, facile d'y accéder si l'appel à projet est bien décrit? Alors, s'il est bien décrit, si c'est un bon dossier, oui. On est à peu près autour de 40% de taux de succès sur la dernière vague là. Il faut savoir voilà, que c'est un appel à projet qui a de plus en plus de succès en France Ouais. parce qu'il est assez récent. Ça n'existe que depuis 2023. Et donc, il a de plus en plus de succès parce que les structures voient d'autres structures qui ont pu le mettre en œuvre et donc sont incitées à lancer leur projet. Mais en parallèle, on a également de plus en plus de budget dessus. Donc, ce qui permet de pas que le taux de réussite ne baisse pas trop d'une vague d'appel à projet à l'autre. Peut-être ce que je peux mentionner aussi, c'est que c'est un appel à projet qui est assez fréquent. Il y a 2 vagues d'appel à projet par an, une en février et une en octobre. Donc un dossier qui n'a pas été accepté, notamment, il peut être assez facilement au final redéposé 6 mois après en étant amélioré et augmenter les chances de réussite. Alors, d'après votre expérience, qu'est-ce qui fait le succès de l'éligibilité en fait? Alors, en tout cas, le succès pour qu'un projet Ouais, pour soit qu'il reçu, soit retenu. il y a
l'analyse des besoins en fait qui répondent à un besoin de la structure, qui présente en fait bien comment est-ce que ce projet va répondre à un besoin de la structure qui est concret, que la mobilité qui est adaptée, et en fait que voilà qu'on sente le côté très concret du projet et que la mobilité réponde à un besoin de la structure. Je dirais que c'est peut-être un des critères principaux. D'accord. Ok. Et après, au niveau financement, qu'est-ce que vous financez en fait? C'est une très bonne question. Ah, Voilà, c'est la suite peut-être? non, je ne suis pas rentré Non. dans ce détail-là dans ces présentations parce que j'ai essayé de garder les choses assez simples, mais c'est bien aussi que vous ayez ça en tête. En fait, ça va financer, c'est pas des appels à projets où vous construisez vous-même un budget prévisionnel et où vous le proposez. Ces appels à projets de mobilité, en fait, ils fonctionnent. Vous allez déclarer que vous voulez faire d'une mobilité pour 5 personnes vers l'Allemagne et donc en fait ça va fonctionner pendant 4 jours par exemple. Et donc le budget en fait va se construire tout seul parce que du siège social de votre association à là où vous allez aller, c'est telle distance et donc vous allez rentrer dans une tranche kilométrique particulière qui débloque une enveloppe pour le transport. Vous allez rester 4 jours sur place en Allemagne, qui est un pays où il y aura un forfait qui correspond au taux journalier en Allemagne pour pouvoir couvrir l'hébergement, la nourriture, etc. Et il y a également un forfait en fait qui par participant qui vise à créer une enveloppe un peu de matelas complémentaire de ces 350 € par participant. Et cette enveloppe, c'est pour compenser les coûts un peu inattendus ou administratifs. Et donc ça fonctionne de manière forfaitaire, c'est-à-dire que aussi, à la différence peut-être d'autres appels à projets, on n'est pas sur des coûts réels et donc si jamais en fin de projet, vous n'avez pas tout dépensé, cet argent, vous n'allez pas devoir le restituer. Inversement, si jamais vous n'aviez pas eu une gestion optimale et que vous avez dû dépenser plus, vous ne serez pas subventionné plus. Sur cet appel à projet, ça finance donc ça marche par ces financements forfaitaires et ce qui sera regardé à la fin, c'est pas combien ont coûté le billet de train pour aller en Allemagne, c'est est-ce que vous êtes bien allé en Allemagne, est-ce que vous avez eu des résultats, est-ce que vous avez eu les résultats escomptés, qu'est-ce que ça a été. Donc voilà, c'est comme ça que financièrement ça fonctionne. D'accord, merci. Monsieur Eric, j'ai pas le nom de famille. Oui, c'est Astaraf. Donc, moi, je suis un club de rugby et donc, on est intéressé par rapport à ça. Est-ce que c'est nous qui devons trouver la structure d'accueil à l'étranger ou est-ce qu'il y a aussi des listes de structures à l'étranger qui ont des propositions? C'est une bonne question et qui revient souvent. Il n'y a pas spécialement de liste qui propose ça et c'est vrai que ça peut être un sujet. Il faut trouver une structure ou lui dire bonjour, on veut venir vous voir dans votre environnement de travail pour voir comment vous travaillez, pour progresser nous. S'il n'y a pas de lien préétabli, ça peut être en effet une difficulté. On a plusieurs pistes qu'on recommande pour aider les structures sportives à trouver des partenaires. Normalement, si vous êtes une structure qui est fédérée, qui a une fédération, souvent vos fédérations ont une direction affaires internationales ou quelque chose comme ça. Contactez votre fédération. Des fois, les fédérations ont des précédents de clubs qu'on pu accueillir ou de réflexions comme ça. Donc c'est un point. Deuxièmement, et c'est quelque chose qui est... Alors, c'est pas forcément la chose la plus efficace. Il y a un site qui est la plateforme des résultats d'Erasmus+. Et en fait, sur laquelle on peut rechercher un peu par mots-clés. Par exemple, je sais pas, vous voulez aller en Italie, vous tapez rugby Italie, et ça va vous sortir en fait tous les projets qui ont ces mots-clés-là. Et dedans, vous pourrez voir dans les organisations participantes au projet, peut-être vous arriverez à identifier des structures qui font du rugby en Italie et par ailleurs qui connaissent, l'avantage c'est qu'elles connaissent le programme Erasmus+. Donc si vous rentrez, et vous aurez le contact, donc si vous rentrez en contact avec elles, ça peut vous permettre de trouver un projet. Enfin, un dernier point qui est souvent, notamment pour les structures qui n'ont pas spécialement identifié de pays encore où aller, qui savent qu'elles auraient à progresser d'une mobilité internationale, mais qui n'ont pas spécialement identifié de pays. Quelque chose qu'on recommande beaucoup, c'est de voir avec le comité de jumelage de votre ville. Parce que ça donne des liens assez privilégiés avec une autre ville à l'étranger. Et c'est des choses qui sont extrêmement appréciées par ces comités de jumelage
parce que ça permet des fois de les redynamiser et de progresser dessus. Donc voilà 3 pistes pour trouver éventuellement des partenaires. On pourrait avoir donc le lien sur le site internet Erasmus+, pour faire cette recherche Oui, dans bien sûr. le retour. Merci. Hugo, il y a une question dans le chat du comité basque de handball qui te demande s'il y a un âge limite pour les personnes qui partiraient à l'étranger. Il n'y a pas d'âge limite. Il n'y a pas d'âge limite ni en haut ni en bas. Ce sont des projets de mobilité des personnels. Donc, il faut que les personnes qui partent soient des personnels. Mais si, par exemple, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple de projet où on a eu notamment des mineurs, parce que ça peut être ça la question. On a eu un projet avec des jeunes arbitres, par exemple, d'un club où c'était un club sportif qui voulait envoyer ses jeunes arbitres à l'étranger avec à la fois c'était une ligue, pardon, pas un club, avec deux enjeux, un qui était d'un peu les fidéliser, les pérenniser et monter en compétences, et puis leur donner aussi un peu cette expérience-là pour qu'ils progressent. Donc, il n'y a pas forcément à avoir 18 ans, mais il faut justifier quand même que ces personnes puissent avoir un rôle bénévole ou salarié qu'on puisse qualifier de personnel. Alors, la plateforme des résultats de projet Erasmus+, je vous mets le lien dans le chat. Il faut aller dans l'onglet les projets Erasmus. Enfin, vous avez tous les liens depuis celui que j'ai envoyé. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les projets de mobilité ? Je vous propose qu'on passe aux projets de partenariat, qui sont donc l'autre. Le deuxième. J'aurais une question, Oui, s'il vous bien plaît. sûr. Thomas Dorval, je suis de la SPTT Rouen Athlétisme. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une aide pour ceux qui accueillent ou est-ce qu'il y a un accompagnement pour ces structures-là? Non, pas ni financier ni logistique. Il n'y a pas spécialement de choses prévues là-dessus. Entendu, merci. Donc les projets de partenariat maintenant, c'est voilà. Donc je vais commencer en décrivant par rapport en opposition aux projets de mobilité qui étaient des projets qui sont portés vraiment par une structure, la structure qui se déplace. Alors certes, il y a une structure qui accueille, mais une ou plusieurs d'ailleurs structures qui accueillent. Là, les projets de partenariat, c'est des projets qui vont être portés par plusieurs structures, par un consortium de structures. Donc cela, ils impliquent d'avoir déjà un lien un peu plus établi avec d'autres structures européennes. Et l'idée des projets de partenariat, c'est de pouvoir collaborer ensemble à la création d'outils. Donc, je vais me concentrer principalement sur deux types de partenariats, les partenariats simplifiés et les partenariats de coopération, à la fois parce qu'ils se ressemblent beaucoup et puis parce que c'est les deux principaux éléments quand même de cet appel à projet. Donc les partenariats simplifiés, ils permettent de répondre aux besoins et aux priorités du volet sport, de renforcer les capacités des organisations à travailler au niveau international, et surtout, peut-être point très important, de permettre la transformation et le changement. L'idée, c'est que c'est des projets, c'est pas des projets qui vont financer forcément des activités régulières ou des choses qui existent. J'ai identifié avec mes partenaires une problématique. J'ai un plan de travail éventuellement pour travailler à ça. Je veux produire une méthodologie. Par exemple, j'ai une problématique de rétention. À l'âge adolescent, je perds toutes mes jeunes filles. On perd toutes nos jeunes filles dans notre club de cyclisme. C'est pas un projet qui existe. Hein. J'essaie d'expliquer un peu un projet type. Donc on perd toutes nos... Et c'est une problématique qu'on a identifiée, moi et mes partenaires, de deux autres clubs cyclistes avec qui j'ai l'habitude d'échanger éventuellement, qui sont dans d'autres pays. Eh bien, on va vouloir travailler ensemble pour essayer d'identifier des bonnes pratiques, de comprendre pourquoi, aussi peut-être faire une étude, comprendre pourquoi est-ce qu'on a ce déclin de participation, et éventuellement créer des outils de recommandation pour
pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer la situation. Donc voilà, il y a l'idée que ces projets visent à produire des livrables qui permettent cette transformation et qui permettent en théorie que toute structure européenne, ou en tout cas similaire à celle du consortium qui rencontrerait le même problème, pourrait s'en servir pour répondre à ce même sujet. L'appel à projet des partenariats simplifiés, il s'adresse notamment aux organisations qui n'ont pas ou peu d'expérience dans le programme Erasmus+, c'est un point qui est valorisé, et qui sont actives à l'échelle plutôt locale. Pour ce projet, il faut avoir au moins 2 organisations de 2 pays membres de l'UE ou pays tiers associés. Donc c'est un projet qui peut commencer simple. Si par exemple vous avez fait avant une mobilité avec, vous avez fait une mobilité avec un club, je vais reprendre l'exemple du rugby, vous avez fait une mobilité avec un club de rugby. Pendant votre mobilité, vous vous êtes rendu compte que vous aviez un enjeu commun sur lequel vous avez envie de travailler. Et ben vous pouvez passer à un partenariat éventuellement simplifié pour construire à 2. Il n'y a pas besoin d'être beaucoup pour se lancer. Et donc, c'est des projets qui vont devoir traiter d'au moins une priorité horizontale ou une priorité du domaine du sport, celle qui était au début du PowerPoint. Et donc là, la logique de financement est complètement différente du premier appel à projet où c'était des forfaits correspondant à de la distance, à un nombre de jours. En fait, c'est des projets qui vont durer entre 6 et 24 mois et pour lesquels vous allez demander une subvention qui est fixe. Vous allez demander 30 000 ou vous allez demander 60 000 en fonction un peu de l'ambition de votre projet. Et cette subvention, elle sert à couvrir les activités, donc elle sert à couvrir le temps de travail éventuellement passé sur les livrables, évidemment peut-être un petit peu de mobilité, parce que travailler en commun, ça implique de se rencontrer, éventuellement la production d'outils selon votre projet, et il peut donc y avoir des livrables, des travaux très très différents. Ce qu'il faut retenir comme élément clé, c'est le principe de transformation, le principe de coopération à l'échelle européenne, la production de livrables et quand même ces histoires de calendrier quand même contraint. Donc là, c'est entre 6 et 24 mois. Et j'enchaîne en fait de suite avec les partenariats de coopération. Partenariats de coopération, c'est la même chose, mais à plus grande échelle. Donc, la slide, en effet, est quasiment identique à celle pour les partenariats simplifiés. On attend juste un petit peu plus d'impact de la part de l'organisation. C'est une organisation qui a une portée importante dans le secteur du projet et éventuellement un peu plus d'expérience sur Erasmus+, parce que ça va être des plus gros projets. C'est des projets qui peuvent durer entre 1 et 3 ans, qui doivent avoir au moins 3 organisations de 3 pays et qui ont des subventions fixes, celles de plus grande ampleur, de 120 000, 250 000 ou 400 000 euros, qui répartis ensuite évidemment entre l'ensemble des partenaires du projet. Je vais peut-être vous donner quelques exemples de projets de partenariat simplifié ou de partenariat de coopération qui ont pu être déployés et qui ont pu être subventionnés ces dernières années. Je vais prendre un projet très simple et très proche du terrain. C'est un projet de partenariat simplifié à 30 000 euros qui a été porté par le club de handball de Isle, à côté de Limoges. Et ce projet, il visait, avec un club partenaire en Allemagne, de la ville du jumelage par ailleurs, qui visait à comprendre et développer un peu un modèle d'engagement intergénérationnel au sein du club de handball. Donc avec des méthodologies d'entraînement, création de méthodologies d'entraînement pour engager les plus petits et également création d'un modèle d'événement type qui permet d'engager l'ensemble des générations autour d'un tournoi de handball. Donc voilà, c'est pas des attentes là-dessus, c'est parmi les plus... Donc ça, c'est un projet plutôt de petite ampleur qui a pu être fait sur un partenariat simplifié. J'essaie de vous donner un projet de partenariat de coopération qui a pu être... je vais vous donner oui, partenariat de coopération, en fait, ça peut varier. On peut avoir des choses d'assez grande échelle. Par exemple, on a des projets un peu plus aussi d'études, de réflexion, éventuellement avec une portée un peu plus politique. Pour un exemple, l'INSA de Lyon, donc, qui est une école, a déployé un projet autour de créer des outils d'accompagnement pour les sportifs de haut niveau qui sont en études supérieures. Donc autour du double projet et d'avoir des outils à la fois de mise en réseau entre ces sportifs et des universités et pour faciliter en fait ces parcours. Donc pareillement, plus grande ampleur, plus politique,
Là, c'est un projet qui portait beaucoup avec des universités, mais qui et donc avait cette dimension coopération européenne qui permet la transformation parce qu'il y a la création de ces nouveaux outils sur des sujets en lien avec les priorités du programme, en l'occurrence là le renforcement des compétences et un peu l'éducation numérique. Pareillement, j'ai été assez général dans la description de ces appels à projets et il y aura des actions de présentation. Peut-être qu'avant avant les questions, je vous donne quelques détails en plus sur cette typologie d'appels à projets. C'est ces appels à projets-là qui sont encore gérés par la Commission européenne. Donc ça veut dire concrètement que sur l'appel à projet mobilité avant, sur l'appel à projet mobilité avant, vous déposez un dossier, vous êtes en concurrence avec les structures françaises sur un budget qui est accordé à la France. Sur les appels à projets de partenariat dans le domaine du sport, vous êtes en concurrence avec l'ensemble des structures européennes qui candidatent là-dessus sur un budget qui est géré à l'échelle de l'Union européenne. Ça ne change pas beaucoup du point de vue porteur de projet. De notre côté, ce qui change, c'est que tant que c'est géré à l'échelle de l'Union européenne, nous, on n'est pas autorité de gestion, donc on peut accompagner beaucoup plus les porteurs de projets. Si vous avez des projets de dépôt de projets de partenariat simplifié ou de coopération, n'hésitez pas à contacter l'agence Erasmus+ Jeunesse et Sport parce qu'on accompagne, on aide au montage de dossiers beaucoup plus que ce qu'on peut faire sur mobilité par principe d'égalité entre les candidats. Là, on n'est pas autorité de gestion, donc on a moins à gérer ce principe et donc on accompagne les porteurs de projets. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, donc tous ces appels à projets, ils sont à déposer sur quelle plateforme? Sur la plateforme Erasmus+, ou c'est Contacto C'est pas la même, pas la même selon les appels à projets. Il y a plusieurs petites. C'est ceux qui sont gérés en centralisé sont à déposer sur la plateforme de la Commission européenne. Ceux gérés de manière décentralisée, donc les notes sont déposées sur une autre plateforme. De manière générale, il faut retenir en effet qu'il y a des petites formalités administratives pour déposer ces projets. Il faut enregistrer son organisation avant pour que lui créer un peu un numéro d'immatriculation qui sert pour ces appels à projets. Et en effet, ils sont déposés sur des plateformes en ligne. Vous aurez après la réunion, je ferai parvenir à Caroline des informations génériques sur tous ces appels à projets pour qu'ils puissent être relayés ensuite. Et vous aurez les liens pour faire ça. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est ne pas hésiter à contacter l'agence parce qu'on accompagne les porteurs de projets. Et dans les informations, il y aura notamment des liens vers des webinaires qu'on organise où on va pouvoir rentrer beaucoup plus en détail dans ces appels à projets et également parler des questions de calendrier. Ça me permet du coup d'évoquer, vu que je l'ai évoqué tout à l'heure, la question de calendrier. Sur les appels à projets de partenariat, il n'y a qu'une seule vague de dépôt annuel qui tombe début mars, donc c'est dans un an. Mais si c'est des choses qui vous intéressent, il ne faut pas s'y intéresser non plus trop tard parce que c'est des projets qui peuvent prendre du temps à construire un partenariat avec des structures internationales, ça peut prendre du temps. Donc, il ne faut pas hésiter à déjà commencer à en parler. Et si vous avez une idée et que vous voulez notamment vous voulez la challenger ou voir si ça ferait un bon projet ou voir dans quelle direction partir, je suis tout à fait disponible pour répondre à vos questions. Vous avez désormais mon contact dans le chat. Madame Delanne. Oui, moi j'aurais aimé avoir des précisions sur le financement. Donc, quand on fait la demande de financement, il faut, j'imagine, un budget prévisionnel. Et est-ce qu'il faut nécessairement avoir un cofinanceur ou voilà, est-ce qu'il faut faire état de cofinancement possible, soit institutionnel, soit privé, soit comment faut-il monter la demande sur le plan du budget? Alors, c'est un peu c'est un point de difficulté un peu le budget sur ces projets parce que c'est un point de difficulté parce qu'au final, c'est très, très simple. Et donc ça peut déstabiliser. Vous demandez en effet sur ces partenariats simplifiés ou de coopération une enveloppe. Et le seul budget qui va vous être demandé dans ces dossiers, c'est d'un détail de budget par partenaire et par module de travail. Donc, parce que dans la candidature, vous allez être amené à décrire votre projet par module de travail
management de projet, mise en place de telle action, mise en place de telle action, communication par exemple. Bon. Et donc vous avez un tableau à double entrée où vous mettez ces montants, mais il n'y a rien de plus précis. Vous n'avez pas indiqué que ça va être précisément tant pour des heures de travail, tant pour du déplacement. Et ça peut perturber, et notamment il y a pas mal de porteurs qui finissent par trouver une autre partie du formulaire de candidature pour quand même indiquer un peu de détails de budget pour montrer que c'est fait de manière robuste et solide. Donc ça, c'était la partie de votre question sur comment se construit le budget. Vous aviez une deuxième question que j'ai oubliée. Oui, faut-il qu'il y ait des cofinanceurs? Faut-il qu'il y ait des cofinanceurs? Oui et non. C'est pas. En fait la manière dont c'est aussi lié en fait à ce lump sum, donc cette subvention demandée. L'idée, c'est que cette subvention doit vous permettre de couvrir les activités que vous avez déposées. Il n'est pas obligatoire de faire état de cofinanceur, mais Erasmus+ repose quand même sur un principe de cofinancement. Donc souvent, ce qu'on voit, c'est en fait c'est des organisations, le cofinancement, il va également passer par en fait tout simplement de la mise à disposition pour la gestion de projet, d'heures de travail de quelques personnes du club. Et sachant que pas l'ensemble de ces heures de travail seront entre guillemets gratuites. C'est juste de dire, bah voilà, on va contribuer avec la gestion administrative de notre structure, avec ceci, avec cela. Ça passe donc. Le point au in fine, c'est de dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un cofinanceur, de dire j'ai telle structure qui me cofinance à hauteur de temps. Il faut retenir que c'est quand même un principe, donc et souvent les structures dans une partie du formulaire font état de des quelques petites potentielles ressources extérieures qui pourraient être impliquées sur le projet pour le valoriser, mais ce n'est pas obligatoire. Tu as une autre question sur la note de cadrage. Est-ce que tu as le lien ou est-ce que tu pourras mettre le lien, Hugo, sur cette fameuse note de cadrage? Oui, je ferai ça dans le mail que je t'envoie cet après-midi avec toutes les infos détaillées sur les appels à projets. On vous transmettra du coup toutes les infos. Il reste 17 minutes sur la visio. Je pense, Hugo, que tu as encore des éléments à présenter. Oui, c'est plus une ouverture derrière sur les appels à projets jeunesse et éducation pour donner quelques mots sur le fait qu'il n'y ait pas que les appels à projets sport et avoir quelques mots sur chacun de ceux-là. Donc le volet sport est souvent privilégié par les acteurs du sport. Et c'est logique, c'est la porte d'entrée. Mais il faut garder en tête que les aspects sportifs ne sont pas toujours la finalité des projets. Et donc que des projets portés par des organisations sportives peuvent tout à fait s'impliquer sur d'autres volets du projet. Je vais vous donner quelques petits exemples et quelques petites ouvertures. Notamment donc sur les appels à projets de jeunesse. Souvent, les structures sportives sont des structures de jeunesse parce qu'elles ont un public jeune, surtout que jeune, c'est une dimension qui va jusqu'à 30 ans dans Erasmus+. Mais il y a des appels à projets, notamment en termes de mobilité, qui permettent l'échange de jeunes sur les projets de jeunesse. Donc là, cette fois, qui permettent de la mobilité de bénéficiaires et pas de personnel. Et donc, c'est pas des projets qui ont vocation à financer le fait que d'envoyer une équipe d'aller faire un tournoi à l'étranger. Ça doit être des projets de jeunesse, donc avec un but d'éducation, un but de rencontre aussi d'autres groupes de jeunes et de vivre ensemble. Mais le sport peut tout à fait avoir sa place là-dedans comme outil d'éducation et outils de rencontre entre des jeunes dans un projet d'éducation non formelle. Pareillement, les projets de partenariat tels que je les ai présentés dans le domaine du sport, ils existent aussi dans le domaine de la jeunesse. Et donc, si sur un projet de partenariat qui se sert du sport comme d'outil pour un projet de jeunesse, il peut également être déposé, par exemple, sur l'appel à projet jeunesse. Alors, il ne faut pas le déposer sur les deux, mais ça peut être aussi un projet plus jeunesse que sport. C'est des choses qu'il faut avoir en tête. Un autre appel à projet, par exemple, intéressant qui peut y être, c'est l'appel à projet éducation et insertion des adultes. Et c'est sur celui-là notamment que je voulais finir, parce que il
il est sur des critères un peu plus… Les 3 autres portés par l'Agence de Bordeaux, enseignement scolaire, enseignement supérieur, enseignement formation professionnelle, sont assez définis dans le type de diplôme auquel il s'adresse, etc. Éducation des adultes est plus large et il permet notamment de faire des activités de mobilité de personnel ou de bénéficiaires. Et c'est assez pertinent pour des structures qui font de l'insertion sociale par le sport. Parce qu'il y a des actions d'éducation, de renforcement des compétences, notamment professionnelles, socio-professionnelles. Et donc, l'appel à projet éducation des adultes en mobilité, il permet éventuellement de faire de la mobilité de bénéficiaires pour les bénéficiaires de programmes d'insertion par le sport. Les grands principes, ça reste les mêmes que j'ai pu décrire sur mobilité des personnels sportifs ou sur échange de jeunes, c'est des projets de mobilité. Mais là, avec la dimension, l'avantage par rapport aux appels à projets sport, c'est que ça permet de faire de la mobilité non seulement des personnels, mais aussi des bénéficiaires. Donc, il faut avoir en tête qu'il n'y a pas que ce que j'ai présenté sur le volet sport. C'est très bien, et si vous avez un projet où le cœur de l'objet, c'est le sport ou l'usage du sport comme outil d'insertion, c'est tout à fait logique de déposer sur le projet sport, mais c'est un horizon plus vaste, Erasmus+, que juste le sport, et vous pouvez aussi vous intéresser à des appels à projets. Qu'est-ce que ce sera dans les informations que vous recevrez, parce que en effet, ça peut faire ça peut être un peu large comme horizon. Le bon réflexe, c'est de contacter l'agence Erasmus+, Jeunesse et Sport. Et avec mon collègue, on se fera un plaisir de vous répondre et de vous guider, de vous dire si c'est une bonne idée de projet, si ça ressemble en effet plus à un projet éducation, sport, jeunesse, quel axe vous pourriez prendre, sur quel axe vous pourriez insister pour que votre projet rentre plus, comment est-ce que vous pourriez l'adapter, le modifier pour qu'il rentre en fait dans ces critères de l'appel à projet et qu'il puisse donc éventuellement avoir des chances de financement. Et donc voilà, je voulais conclure sur cette idée qu'il n'y a pas que le sport, le sport est un volet d'Erasmus+, mais le sport peut être présent sur d'autres volets, et n'hésitez pas à contacter l'agence à poser des questions. Et donc… Eh bien, merci Hugo pour cette Voilà. présentation. J'espère que ce premier webinaire dédié aux nouvelles sources de financement vous a apporté, enfin en tout cas vous stimule. Est-ce qu'il y a des questions suite aux dernières propositions, présentation d'Hugo? Très bien, il n'y en a pas. Moi, j'ai des petites informations qui m'ont été communiquées par les clubs sportifs engagés qui concernent l'appel à projet Impact 2024. Alors, je vous projette de suite les infos sur… Caroline, Oui, je vais y aller. Du coup, oui. je vous souhaite une excellente journée, une bonne fin de webinaire. Au revoir. Merci. Est-ce que vous voyez tout sur mon écran qui concerne du coup les infos sur l'appel à projet annuel du coup des clubs sportifs engagés? On va dire que c'est oui. Donc, pour rappel, l'appel à projet, il a été lancé, il dure jusqu'au 4 mai, 18 h. Le code, c'est le 4684. Il y a une petite spécificité quand vous allez créer donc votre dossier. Ensuite, dans votre dossier, qui a un numéro unique, vous allez créer des projets. Vous pouvez créer 5 projets. Un aller vers, un parcours de mobilisation par le sport, un stade vers l'emploi, un match des métiers et ce fameux parcours complet, le dernier. Le match des métiers, sur le compte asso, il ne s'appelle pas match des métiers. Il s'appelle découverte des métiers du sport. Donc, si vous voulez déposer un match des métiers, il s'appelle dans le compte asso découverte des métiers du sport. Pas de souci, on n'est pas du tout sur l'idée de créer un match des métiers dédié au métier du sport. Juste, il est référencé par l'ANS, par le compte asso, sous un autre nom. Donc, pas de panique. Cette action match des métiers s'appelle découverte des métiers du sport. Si vous rencontrez le moindre souci, si vous avez une question qui est liée à la plateforme Compte Asso, je vais vous mettre un mail dans la conversation. Alors vraiment, un problème lié au Compte Asso. Je vous mets de suite un mail que vous devez solliciter pour régler des problèmes de connexion, de code. Par exemple, j'ai une association hier qui n'est pas affiliée à une fédération sportive qui n'arrive pas à avoir accès à l'appel à projet.
elle peut donc contacter impact@agencedusport.fr. Je vous ai mis le mail dans la conversation pour tout problème de support. Si maintenant vous rencontrez, si vous avez des besoins qui sont plus liés à l'appel à projet en tant que tel, Impact 2024, vous pouvez contacter Héloïse des clubs sportifs engagés ou me contacter. Je vais mettre les coordonnées d'Héloïse, pareil, dans cette conversation. De suite, je mets le mail d'Héloïse. Vous n'hésitez pas, on sait que c'est un peu complexe, d'autant plus que la plupart d'entre vous, vous êtes aussi en train de rédiger les ANS fédéraux. Donc, on sait que vous avez plein de travail, que vous êtes, en tant que salarié ou bénévole, vous êtes fortement mobilisé en ce moment. Hop, je vous ai mis les coordonnées aussi d'Héloïse Gentil. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est vous avez la possibilité de bénéficier d'un accompagnement. Donc, c'est le pitch de ton projet. J'ai vu que dans la liste des personnes qui participaient au webinaire, il y a des gens qui ont bénéficié de ce temps de face à face. Donc, nous sommes payés par les clubs sportifs engagés en tant qu'experts pour vous accompagner, prendre 1 heure de face à face avec vous pour parler de votre projet, de votre club, d'essayer de sortir un peu la tête de l'eau, de réfléchir sur votre stratégie, vos financements, votre partenariat, votre communication, vos problèmes d'équipement, enfin, ce dont vous pouvez avoir besoin. Vous avez 1 heure dédiée à votre club. Pour ça, vous avez le lien à la fin sur le PowerPoint qui est projeté, que je peux mettre aussi dans cette conversation. Vous n'hésitez pas à solliciter. C'est moi qui gère vos inscriptions. Je vous envoie des mails. Je suis plutôt réactive. Et puis, on essaie de trouver ensemble un horaire qui vous correspond. Ça peut être le soir entre midi et 2. On peut même faire plusieurs temps si vraiment un seul temps ne suffit pas de face à face. Vous n'hésitez pas à nous solliciter. Je suis entourée pour cela de Marie-Cécile, que j'ai vue dans la conversation, et d'une association qui s'appelle Sport dans ma ville, qui a monté les matchs des métiers. Donc là, en ce moment, sur le lien Google, vous pouvez réserver soit un créneau un peu généraliste avec moi, soit très spécifique avec Sport dans ma ville ou Marie-Cécile. Et puis après, j'ai remis à jour le planning hier. Et puis quand l'appel à projet Impact 2024 va sortir, pour le coup, vous solliciterez un créneau un peu généraliste. Vous verrez, voilà, on en est à plus de 160 face à face réalisés avec des clubs de sport. N'hésitez pas, on est là pour vous. Ils viennent de renouveler le marché, pour le coup, avec 200 accompagnements prévus jusqu'à l'année prochaine. Donc sollicitez-nous, on est là pour vous et pour rendre service. Voilà, j'espère que ce premier webinaire a été instructif. Le prochain, pour rappel, la date, c'est, que je dise pas de bêtises, c'est le 21 mai, avec donc l'AFDAS et la DRAGES sur vos stratégies liées à l'emploi et à la montée en compétences de vos salariés et de vos bénévoles. Parce qu'en tant que bénévole dirigeant, vous avez le droit de bénéficier aux aides à la formation et à la professionnalisation. Est-ce qu'il y a des questions avant de clôturer ce premier webinaire? S'il n'y en a pas. Merci Eric. Merci pour les commentaires, c'est cool. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bon appétit, merci de votre présence. On vous envoie fin de semaine, demain ou début de semaine prochaine, tous les supports qui ont été présentés et vous avez mes coordonnées, vous aurez mes coordonnées, vous n'hésitez pas à me solliciter. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci, bonne Au journée. revoir. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. Au revoir Anne. Au revoir, Anne.